Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'atelier Afrique des 17e rencontres des RAICT. Merci d'être ici avec nous pour un atelier consacré aux enjeux de l'action internationale des collectivités françaises et africaines. L'objectif de cet atelier, c'est de réfléchir à la place de l'AICT dans les recompositions géopolitiques en Afrique. Et pour construire cet atelier, on est parti d'un constat, celui que les coopérations entre la France et les partenaires africains connaissent aujourd'hui de profondes évolutions. En témoignent notamment les ruptures diplomatiques entre la France et certains pays du Sahel. On est donc en effet dans un contexte international marqué par une recomposition des dynamiques géopolitiques. On voit émerger de nouvelles aspirations de la part des États et des collectivités africaines. Et cela entraîne l'apparition de nouveaux acteurs, de nouvelles dynamiques de coopération sur le continent africain. Ce contexte, il incite donc les collectivités françaises et africaines à repenser leurs pratiques de coopération, peut-être à dépasser les approches historiques et surtout à construire des relations davantage fondées sur la réciprocité et la co-construction. Donc l'objectif de cet atelier, c'est d'ouvrir la voie à une redéfinition de nos actions internationales en s'appuyant sur les témoignages de nos partenaires africains, mais aussi de collectivités françaises ayant adopté des pratiques inspirantes et innovantes. Donc pour répondre à tous ces questionnements, j'ai le plaisir d'être en présence de 6 intervenants. Monsieur Senoun Thiam, chef de la division des études, du suivi et de la capitalisation à la direction de la coopération décentralisée du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire au Sénégal. Monsieur Narcisse Mehman, maire de la commune de Binouillé en Côte d'Ivoire. Monsieur Michael Delafosse, maire et président de Montpellier Méditerranée Métropole et également président de Cités Unies France, à qui je donnerai la parole dans quelques instants pour introduire l'atelier. Monsieur Ousmane Sako, conseiller gouvernance territoriale pour le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation en Guinée. Monsieur Alexis Akerebourou, maire de la commune des Lacs 1 au Togo, et également vice-président de la fêtière des communes du Togo. Et enfin, Madame Souairat El Haddad, conseillère départementale déléguée à la coopération décentralisée et à l'action internationale au Conseil départemental de Mayotte. Merci à vous toutes et tous. Je ne vais pas être plus longue et je laisse Monsieur Delafosse nous dire quelques mots d'introduction. Merci, bonjour à tous et à toutes. Il me semblait très important pour Cité Unie France de tenir cet atelier en plénière. Hier, lors de la conférence sur les désordres mondiaux et les recompositions géopolitiques, qui a été fort intéressante, il y a eu une intervention il y a eu beaucoup d'interventions très pertinentes, et une montrait que dans la relation d'État à État, quand les choses se distendent, souvent les collectivités territoriales jouent un rôle très important pour maintenir les relations. En gros, quand c'est froid, les collectivités territoriales peuvent jouer de l'intensité et donc participer au dialogue. Et c'est très important pour Cité Unie France aujourd'hui, de mener ce dialogue sur les relations avec l'Afrique, dans la mesure où d'abord nos membres ont le plus de coopération vers le continent africain, qu'à l'heure d'évolutions géopolitiques importantes qui ont lieu, mais aussi de transformation du continent africain, à l'heure où il faut impérativement redéfinir la relation entre l'Afrique et la France pour aller vers une relation d'égal à égal, de pouvoir, dans le cadre de ces RAICT, avoir cet échange. Donc, moi, je veux remercier tous nos intervenants qui ont accepté d'être là. Beaucoup ont fait un long voyage pour être présents, donc merci à vous. Et je changerai de casquette tout à l'heure comme maire de Montpellier pour montrer une des illustrations de cette nouvelle approche que nous défendons. Merci Monsieur Delafosse. Et avant de commencer, je voulais juste aussi rappeler à tous nos intervenants de bien respecter le temps imparti de 10 minutes. Je suis obligée de faire la maîtresse du temps, mais voilà, on a un beau panel et c'est important que tout le monde ait les meilleures conditions pour son intervention. Donc on va commencer sans plus tarder. Je me tourne tout d'abord vers vous, Monsieur Thiam.
Vous travaillez donc au sein de la direction de la coopération décentralisée du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire au Sénégal. Le Sénégal, c'est l'un des partenaires historiques de la France et par ailleurs premier pays récipiendaire de l'aide publique des collectivités territoriales françaises en 2024. Ma question est la suivante. Quels sont, selon vous, les facteurs de réussite d'un projet de coopération décentralisé franco-sénégalais? Et plus largement, pensez-vous que l'on assiste aujourd'hui à une reconfiguration des logiques de coopération pour aller vers une logique de co-construction? Merci. Merci, Éléonore. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, merci à tout le monde. Je pense que, pour répondre directement à votre question, un des facteurs de réussite, c'est l'implication citoyenne. On en a parlé beaucoup. Les États ont joué un rôle extrêmement important. Mais la dynamique actuelle fait que les populations, les collectivités, en général, les populations en particulier, jouent un rôle extrêmement important. On parle beaucoup de diplomatie des collectivités, donc diplomatie locale. Je donne juste l'exemple du réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal. Donc, c'est toutes des collectivités qui se trouvent dans la zone entre le Sénégal, la Mauritanie et le Mali. J'ai une vingtaine d'années, en début de carrière, j'ai travaillé dans la zone. Je me dis que autant les populations que les collectivités, donc en termes d'institutions, jouent un rôle d'intégration extrêmement important. Je pense même beaucoup plus important, beaucoup plus avancé que les États. Je vais donner juste un exemple. En début de carrière, je donne un exemple terre à terre. C'était un collègue affecté dans la zone pour la première fois, ingénieur forestier qui travaille en développement rural. Un de nos voisins, un tenancier d'une boutique locale guinéen qui travaillait là-bas. Sa petite sœur qui vient en vacances, atome crochu, mariage. Et je me dis que ça, un État ne peut pas le faire. Donc, tout de suite, ces deux États qui se linkent, c'est des familles de part et d'autre d'une frontière. Donc, il n'y a plus de frontières. Donc, en réalité, les populations, les collectivités ont dépassé cet État-là. Or, les États traditionnels restent encore dans ça, mais les populations, les collectivités, ils vont bien au-delà. Donc, je pense que si on les mettait de l'avant, un peu plus d'appui, parce qu'en réalité, le défi, peut-être qu'on va en parler dans les prochaines questions, le défi principal du développement local, ce sont les finances. En général, si je prends le cas du Sénégal, peut-être le cas de la plupart des pays, autant en développement que les pays du Nord, il y a moins de financement, il y a beaucoup plus d'enjeux à ce niveau-là, mais en réalité, l'ingénierie sociale fait qu'on est capable de pallier ce déficit-là, mais c'est important aussi que ce financement suive pour la coopération décentralisée. Merci. Et du coup, est-ce que vous voulez poursuivre sur d'autres défis auxquels bien sûr. Oui. Ou les mécanismes auxquels on fait face. Enfin, voilà, je vous laisse dérouler Exactement. Donc, merci votre beaucoup. présentation. Donc, pour les mécanismes, donc, quels mécanismes pour faire face? Donc, on assiste à une géopolitique africaine en pleine mutation. Donc, plein d'enjeux sécuritaires. À partir de ce moment-là, la coopération décentralisée peut être un palliatif donc, comme instrument de diplomatie territoriale. Et également, on apporte une réponse face aux défis du développement territorial. Donc, pour parler du contexte géopolitique africain en pleine mutation, présentement, on sait que traditionnellement, comme vous l'avez dit, effectivement, on avait la France principalement comme principal partenaire. Maintenant, on assiste dans l'échiquier international à un peu plus de partenaires, beaucoup plus de partenaires arrivent. On voit la Chine, l'émergence de la Chine, la Turquie, les pays du Golfe. Donc, de nouveaux types de partenariats se nouent. On voit aussi des partenariats transfrontaliers, locaux. Par exemple, au niveau de notre direction, on a une division de la coopération transfrontalière qui est animée par un de mes collègues. Donc, avec des partenariats, j'ai donné le cas tantôt du réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal, extrêmement important, avec très, très dynamique. On voit également, il y a un enjeu aussi, c'est la montée des enjeux de sécurité, de souveraineté et de développement local.
Si je prends le cas toujours du Sénégal, donc de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal constitue comme une petite exception pour le moment. On a plein d'enjeux sécuritaires, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali. On a le djihadisme qui arrive à nos frontières. Dernièrement, on a assisté à des attaques. Souvent, on assiste à des attaques donc, de camionneurs sénégalais. Donc, le risque est là, présent. Et quand il est là à votre frontière, ça veut dire qu'il est déjà dedans. Quand on a des attaques à Diboli, qui est distant de Kidira, de quelques mètres, je dirais, parce que c'est juste un fleuve qui nous sépare, la frontière en plein milieu du pont. Donc, ça veut dire que le risque est déjà là, malgré... Et pour répondre à ce risque-là, évidemment, les États et les collectivités se mettent ensemble. On a des GARCI, donc c'est la gendarmerie nationale, c'est des troupes d'élite de la gendarmerie, donc, dont la mise en place est appuyée beaucoup par la coopération française, par la coopération Union européenne, donc justement pour répondre à ce défi-là de sécurité. Mais on s'entend que la sécurité, c'est d'abord et avant tout les populations. On en a parlé, je pense, hier. Les militaires ont le rôle à jouer, la police a un rôle à jouer, mais pour prévenir, pour être en amont, c'est d'abord et surtout les populations, les liens que ces populations ont entre elles de part et d'autre de la frontière. Et on a enfin les effets du changement climatique, de l'urbanisation et des migrations. Donc des échanges, les frontières, elles sont là, physiques, il y a de la douane, la police, mais dans la tête des gens, elles n'existent pas. Je donne un exemple, en début de carrière, je suis à Bakel, donc dans la zone de Kenyeba. Je me rappelle quand on s'en allait en tournée, on nous disait, si vous avez une bifurcation, prenez pas à gauche. Vous allez vous retrouver au Mali. Donc, bifurcation, c'était immédiatement à droite. Un jour, effectivement, on en a eu, on s'est retrouvé au Mali. Mais qu'est-ce qui se passait à l'époque? Un exemple terre à terre. Quand il s'agissait de payer les impôts, tous les gens autour du bassin se déclaraient maliens. Quand il s'agissait de recevoir de l'aide de l'État, immédiatement, évidemment, tous les gens autour du bassin se déclaraient naturellement sénégalais et profitaient. Donc, juste pour dire que cet enjeu-là, c'est important. Les changements climatiques, on le vit avec beaucoup de collectivités au Sénégal. Donc, on a 500 km de côte, donc de Saint-Louis jusqu'au Cap Skirring. Donc, Saint-Louis, Rufisque, Bargny, donc toutes ces collectivités-là le vivent au quotidien. Juste un petit exemple, je me rappelle, c'était un documentaire que je voyais à la télé. Il y avait une dame d'âge mûr, et c'était à Rufisque, et elle expliquait qu'en réalité, son terrain de jeu pendant son enfance, c'est aujourd'hui 500 mètres dans l'eau. Et en illustration, on nous montrait effectivement des toits de maisons qui sont complètement bouffés par la mer. Donc les gens vivent ces enjeux-là, ils doivent apporter une réponse à ces enjeux. C'est évident que ni les populations prises individuellement, ni les collectivités ne sont capables d'avoir d'aussi grands moyens pour répondre à ces enjeux-là. En ce moment-là, pas même l'État. Donc à ce moment-là, la coopération internationale va apporter son rôle, va être extrêmement important pour répondre à ces enjeux-là. Donc... Merci. Je ne sais pas si vous voulez dire encore deux, trois mots avant de conclure. Okay. Donc, voilà. Donc, la coopération décentralisée comme instrument de diplomatie territoriale. Donc, justement, cette coopération contribue aujourd'hui à aider les collectivités donc, à mobiliser des financements internationaux, à partager des expériences en gouvernance locale, à promouvoir des innovations et à développer des partenariats techniques. Je vais juste donner l'exemple du dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise, dont je suis le point focal au niveau de mon ministère, qui fait des actions, mes collègues sont là, Lola de l'ambassade, Frédéric de la DCT-CIV, qui fait un travail extraordinaire. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif, dernièrement, une mission du Togo était venue en benchmarking chez nous. Moi, je l'ai dit, ça fait 25 ans que je suis dans le développement, peut-être que ça ne paraît pas. Mais ce qui est intéressant, pour la première fois, je suis dans un projet où réellement on traite d'égal à égal. Il est conjoint à tout point de vue, par rapport au comité de pilotage, par rapport au comité technique, par rapport au financement. La France apporte
35%, le Sénégal apporte 35%, et les 30% répartis entre les deux collectivités franco-sénégalaises. La gouvernance est collégiale, le suivi est collégial, l'évaluation est collégiale. Donc, je pense que c'est mon coup de cœur. Ce n'est pas seulement parce que je suis point focal du dispositif, mais après 25 ans de carrière, si je me retrouve à gérer un programme pareil, c'est que ça veut dire que toutes mes attentes de départ sont quasiment atteintes. Il reste maintenant, comme je le disais en début, le défi du financement. Donc, je pense que toutes et toutes, on va réfléchir ensemble pour voir comment justement être capable de financer ce développement territorial et cette coopération décentralisée. Mais merci beaucoup. Je note de nombreux défis, mais surtout des leviers. Vous avez notamment évoqué le terme d'ingénierie sociale que je trouve assez intéressant et des outils comme le dispositif du fonds conjoint pour créer des relations plus égalitaires. Merci encore. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Meyman. Vous êtes donc maire de la commune de Binouillé, en Côte d'Ivoire. Donc, depuis votre expérience de maire, quels sont selon vous les risques et les limites à relever afin de bâtir des relations solides sur le long terme? Et quelles seraient selon vous les thématiques de coopération innovantes à développer entre collectivités françaises et ivoiriennes? Merci beaucoup, je vous laisse 10 minutes. Pardon. Je voudrais, avant toute chose, me réjouir de l'invitation qui m'a été faite, et à travers moi, aux élus locaux de Côte d'Ivoire pour non seulement prendre part à ces événements importants du CUF, mais également pour être panéliste. Et je voudrais donc vous dire infiniment merci pour cet honneur qui m'est fait, mais au-delà, à tous les élus locaux de Côte d'Ivoire. Ceci étant dit, je voudrais, pour répondre à votre question, que tout de suite, pendant que nous sommes là, il me revient que des élus locaux, des maires, se sont vus refuser le visa pour venir en France. Ça, je pense que c'est actuel, c'est factuel, ça fait partie des limites, voilà, qu'on pourrait relever pour dire que si on veut coopérer, il est bon que dans le cas de la diplomatie déjà, qu'on prenne des dispositions, parce que les élus quand même sont des autorités, et venir en France, participer à des événements de ce genre, je pense que c'est difficile d'accepter que ces responsables, là, ces autorités se voient refuser des visas. Mais au-delà, les risques sont nombreux. Hein. Il y a des questions qui concernent les finances. Je pense que mon voisin en a parlé, on n'en dira jamais assez. Les questions de finances sont des préoccupations, n'est-ce pas, auxquelles nous sommes confrontés. Et à ce niveau, il faut dire que au niveau de la Côte d'Ivoire et des pays de l'UEMOA en général, la Côte d'Ivoire particulièrement, les élus locaux, nous sommes confrontés au fait que les directives de l'UEMOA qui demandent que 20%, n'est-ce pas, du budget de l'État, les ressources soient affectées aux collectivités territoriales, la Côte d'Ivoire est très loin du compte. Nous n'avons même pas encore atteint la barre de 2%, n'est-ce pas, du budget national, ce qui fait que cela peut être considéré comme une limite. Voilà. Il y a aussi, concernant les collectivités elles-mêmes, voilà. Avant d'aller à la coopération décentralisée, me semble-t-il, il est bon que vous puissiez vous doter, n'est-ce pas, d'instruments, notamment de planification, voilà, pour que vous puissiez avoir les données fiables de vos territoires afin de pouvoir faire une présentation en toute connaissance de cause de vos potentiels. Il y a aussi, de mon point de vue, disons, les limites endogènes à nos gestions. Les élus nous-mêmes, les élus eux-mêmes, je veux dire, et bien sûr le personnel d'accompagnement, nous n'avons souvent pas
n'est-ce pas, les capacités techniques pour apprécier les montages des projets, surtout à l'aune, n'est-ce pas, de la coopération internationale. Aujourd'hui, beaucoup d'instruments de financement pour en bénéficier. Il faut quand même renforcer les capacités et souvent, il faut le reconnaître, nous sommes limités de ce point de vue. Il y a une forte dépendance des collectivités aussi vis-à-vis des partenaires au développement, justement parce que bon, ces partenaires ont leurs contraintes qu'il faut respecter. Je peux aussi ajouter le fait que dans le cas des coopérations que nous avons avec l'extérieur, notamment la France et beaucoup d'autres pays, je pense que très souvent, on ne fait pas la différenciation. On ne tient pas compte des spécificités des territoires. Je veux dire, moi, je suis d'un territoire de 30 000 habitants. Je suis d'un territoire qu'on pourrait appeler un territoire où la majorité de la population est rurale, où les besoins sont des besoins basiques, la construction d'écoles, la construction des centres de santé, en somme. Les enjeux sont en rapport direct avec les objectifs de développement durable. Alors, dans ce cadre, moi, je pense qu'une telle commune devrait toujours pouvoir bénéficier de l'appui, n'est-ce pas, des partenaires, comme ça se faisait par le passé. Je veux dire, aujourd'hui, on parle plus de partenariat et non d'assistance. Autrement dit, il y a des collectivités, il faut pouvoir faire la différence pour dire qu'il y a des territoires qui ont besoin d'assistance. Voilà, ça, c'est important parce qu'on fait face quand même à une évolution, à une dynamique qui s'est mise en place et qui fait la part belle au partenariat. Alors qu'il y a des communes qui, je pense, devraient pouvoir continuer à bénéficier d'assistance pour pouvoir relever les défis, comme je l'ai dit, les défis basiques. Voilà, parce que la majorité, il faut le dire, des collectivités des pays en développement font face justement à ces enjeux. Voilà. Qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, même si c'est important, qu'est-ce que ça veut dire en termes de priorité? Je veux dire les questions de genre, les questions d'employabilité de la jeunesse, les questions de digitalisation par rapport à construire une école, par rapport à construire un centre de santé. Par exemple, dans le cas des ODD, il est dit qu'aucun être humain sur Terre ne devait parcourir plus de 5 km pour avoir accès à une infrastructure sanitaire. Quand moi j'arrivais à la tête de ma commune, il n'y avait qu'un seul centre de santé urbain pour 30 000 habitants. 21 villages, aucune structure sanitaire. Ça dit que les populations sont obligées de parcourir plus de 10 km pour avoir accès à un infirmier, 2 infirmiers, un médecin, 3 personnels pour 30 000 habitants. Dans un tel contexte, vous voyez que les enjeux qui sont mis en avant pour coopérer, moi, j'avoue que c'est un luxe pour moi. Voilà. Donc, il y a ces questions-là qu'il faut mettre en avant. Il y a aussi la faible lisibilité, il y a la méconnaissance, voilà, par les élus, je l'ai dit d'une autre façon, des sources de financement, voilà, qui constituent, de mon point de vue, une limite. Voilà. Donc, l'absence de projets fiables, voilà, en tenant compte du contexte actuel. Il y a aussi le fait que, je l'ai dit, mais à contrario, il y a un manque de connaissance des opportunités qui existent dans le cadre de la coopération décentralisée internationale par de nombreux élus. Notamment, il y a beaucoup de forums qui aujourd'hui sont organisés dans le cadre de la coopération internationale collectivité et qui sont ignorés. Je prends quelques exemples. Le Forum mondial sur le développement économique local, il y a le Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire. Donc il y a ces grands rassemblements-là qui méritent d'être connus par les élus pour dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais en fait, ça, voilà, pour me limiter à ça, si vous permettez. Non, et je voulais du coup poser sur la deuxième question, sur voilà, les thématiques aussi pour vous qui vous semblent importantes en termes de coopération décentralisée. Vous avez parlé de besoins là juste avant, de
de parfois projets un peu décorrélés de la réalité sur place. Donc, je vous laisse poursuivre rapidement sur les thématiques. Merci. Ceci étant dit, évidemment, aujourd'hui, que ce soit du côté de la partie française, mais aussi du côté de la partie ivoirienne et aussi les élus, en fait, des collectivités africaines en général, il est clair que des questions de gestion de l'environnement aujourd'hui sont des questions sont des thématiques sur lesquelles nous ne pouvons pas ne pas travailler. Voilà, parce que, je l'ai dit, j'ai ma spécificité, mais nonobstant cela, il est clair que la question environnementale aujourd'hui n'est pas réservée à une catégorie de pays ou de régions à travers le monde. Voilà, je prends mon cas. De plus en plus, les populations sont face à la déforestation, par exemple, avec ses conséquences sur le quotidien des populations. Voilà, en matière de sécheresse, le climat qui n'est plus, je veux dire, le cycle de production de choses qui n'est plus maîtrisé par les populations. Voilà, il y a l'orpaillage illégal, voilà, avec ses conséquences sur le sol et le sous-sol, sur l'environnement de façon générale. Ce sont des défis donc qui nous prouvent à souhait que la question de l'environnement, ce n'est pas une question qui est réservée à une catégorie de régions. Et il est bon qu'en tant qu'élus locaux, nous puissions, n'est-ce pas, nous en saisir. Les questions aussi de travailler un peu plus sur les questions de digitalisation, pourquoi pas, voilà, parce que ce sont des enjeux, si nous voulons aller à la modernité, si nous voulons coopérer avec les autres collectivités, il y a un minimum qu'il faut avoir, il faut se doter du minimum, à savoir aller vers la digitalisation. Voilà. Il y a aussi la nécessité, n'est-ce pas, de former les élus. Et dans ce cadre-là, la coopération peut être aussi une opportunité pour renforcer les capacités, voilà, des échanges d'expériences. Parce que les expériences que nous avons, il y a certainement des aspects sur lesquels nous avons beaucoup plus d'expérience que la partie française, et pourquoi pas. Voilà, donc les échanges peuvent avoir lieu dans les deux sens. La valorisation des sites touristiques, le tourisme doit de plus en plus être mis en avant, parce que en ce qui me concerne particulièrement, nous avons élaboré en 2022 un plan stratégique de développement local, avec un plan d'urbanisme directeur, parce que nous avons décidé, malgré la modicité de nos moyens, de nous donner les arguments en termes de structuration de notre développement. Et de ce point de vue, nous avons estimé qu'il était bon que le tourisme, n'est-ce pas, fasse partie d'un axe majeur de notre développement. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais nous avons quand même des espaces que nous pourrions exploiter. Voilà. Et ce que j'ai oublié de mentionner, pour appuyer ce que mon voisin a dit tout à l'heure, je suis une commune frontalière au Libéria. Et en Afrique, vous savez que les frontières, ce sont des frontières artificielles, comme il a souligné tout à l'heure. De l'autre côté, c'est un pays anglophone. La Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone. Ça, c'est pour l'officiel. Sinon, au plan pratique, les populations de part et d'autre parlent la même langue, les mêmes cultures. Il y a des liens de parenté qui vont au-delà de la frontière. Et lorsque, par exemple, l'État décide qu'il y a la pandémie, enfin l'épidémie d'Ebola, et qu'on ferme les frontières, mais ça, c'est l'officiel. Dans les faits, le policier ou le gendarme qui est à la frontière aura des difficultés à empêcher quelqu'un qui vient de ma commune, qui le soir va dîner de l'autre côté et puis rentrer paisiblement. Voilà, ça c'est les réalités que nous vivons. Et donc, pour dire que c'est un pôle quand même de développement, voilà, il y a des choses à faire dans ce sens-là. Voilà, la mise en place de programmes sportifs, la coopération dans le cadre sanitaire, les échanges de compétences des agents municipaux, autant des questions de villes intelligentes. Voilà.
Aujourd'hui, Abidjan et les grandes villes de Côte d'Ivoire, je pense, ont du potentiel. Les grandes régions, nous avons du potentiel pour travailler sur cette thématique-là. Voilà, merci. Merci à vous. Merci. Je me tourne vers vous, Monsieur Delafosse. Cette fois-ci, en votre qualité de maire et de président de Montpellier Méditerranée Métropole, la politique internationale de Montpellier, elle s'inscrit dans une volonté de redéfinition de des relations avec l'Afrique, à travers des événements tels que la Biennale Euro-Africa, qui a donné lieu notamment à la Charte de Montpellier, que vous avez d'ailleurs signée aux côtés de Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est une charte qui promeut le rôle des diasporas dans la coopération internationale. Ma question est donc la suivante. Dans quelle mesure l'implication des diasporas favorise-t-elle un changement de paradigme vis-à-vis des schémas classiques de coopération ? Et également, comment leur mobilisation permet-elle de moderniser l'action internationale des collectivités françaises et de garantir des projets mieux ancrés dans les réalités terrain ? Merci. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais juste réagir à 2 points. D'abord, exprimer notre solidarité à l'endroit des collègues élus qui n'ont pas pu venir faute d'obtention de visa. Enfin, c'est un message que nous allons relayer au ministère des Affaires étrangères, parce qu'on ne peut pas avoir des discours officiels d'ouverture et une contradiction directe pour des moments d'échange. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point qui est évoqué, qui est la question des financements. Des fois, je pense que dans nos échanges, il y a un peu d'entre-soi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les financements pour la coopération, ils sont fragilisés. Il ne faut pas qu'on se mente. Fragilisés au niveau étatique, aussi dans les collectivités. Et ça doit être un point de vigilance. Et j'étais très sensible à ce que vous avez dit sur l'approche d'égal à égal sur les financements, parce que ça, c'est la qualité du partenariat. Alors, Montpellier. Je vais commencer par une anecdote. Moi, j'ai été élu maire en 2020 et Montpellier n'avait pas de jumelage avec une ville d'Afrique subsaharienne. Notre seul jumelage d'une ville d'Afrique du Nord, Fès, au Maroc. D'ailleurs, ce soir, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Mais il n'y avait pas de jumelage. Et donc, c'était assez étrange d'ailleurs, puisque la ville de Montpellier, 310 000 habitants, a énormément de coopération sur le plan scientifique, sur le plan académiques, notamment avec les organismes de recherche, l'INRA, le CIRAD, l'IRD, qui ont noué des coopérations extrêmement fortes. Et quand j'ai été élu maire, m'a apparu une forme d'anomalie. Mais se jumeler avec qui ? Parce que ça veut dire choisir. Et il n'y avait pas cette historique. Et donc on s'est beaucoup questionné sur la relation avec l'Afrique, parce qu'il y avait cette coopération scientifique extrêmement forte. Et puis Montpellier est une ville étudiante, une ville monde, qui a reçu en formation beaucoup de figures aujourd'hui sur le continent africain, impliquées à des niveaux divers. Et ça existe, et nous on a décidé d'en faire une force. D'en faire une force parce que nous avons aussi dans notre ville, mais au fond c'est la réalité du pays, et hier Madame la Ministre le disait, il y a 6 millions de nos concitoyens français qui ont un lien avec l'Afrique. Ce sont nos compatriotes binationaux. Ce sont nos compatriotes, nos amis qui sont résidents sur le sol français. Et on va dire les choses, il y a 3 manières de les considérer. La splendide indifférence, ceux qui cultivent les haines, et on sait que lors d'élections en 2024, on a dit « Ah, mais les binationaux, il faut que ça s'arrête, etc. » Et au contraire, en faire une chance. Et ce sont les diasporas. Les diasporas. Et là, nous, on a dit, dans la relation avec l'Afrique, au-delà de nouer des accords de coopération, des relations avec des communes, il faut faire des diasporas une force, une chance, un atout dans la relation d'égal à égal avec l'Afrique. Parce que
C'est un peu comme l'image des frontières artificielles que vous avez citée, ou du rapport à la fiscalité quelques instants. Les diasporas, elles sont là, elles rentrent parfois dans leur autre attache, qui est le pays d'origine. Elles entretiennent des liens avec la famille à travers... Voilà. Et donc, nous, on a décidé de structurer, le mot est fort, mais de travailler avec elles. Et d'où cette idée de créer une charte de Montpellier avec des représentants des diasporas issus du continent africain, vivant en France, vivant à Montpellier, et de travailler ensemble pour essayer de construire une méthode. Et on a été très agréablement surpris, d'abord par qui s'est impliqué. La jeunesse. La jeunesse, donc l'avenir. La jeunesse de jeunes entre 18 et 35 ans qui se sont rendus partie prenante. Et il a fallu convaincre. Parce que quand vous êtes, combien même le maire de Montpellier, que vous pensez que tous ces sujets sont très importants, est-ce que la relation n'est pas encore une France-Afrique cachée? Disons les choses. Non, on a voulu poser cela d'égal à égal. On a été aidé, je veux le dire, parce que c'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage, par Achille Mbembe, qui joue un rôle très important sur ces réflexions. On peut être pas d'accord sur tout avec lui, c'est le propre d'un intellectuel, mais qui a parrainé cette démarche, qui a été présent dans cette démarche. Donc, on s'est doté d'une charte qui a posé un certain nombre de principes de comment on pouvait aider et accompagner des projets portés par les diasporas. Gouvernance mixte, savoir évaluer, la participation citoyenne, donc le rôle des sociétés civiles aux côtés des autorités locales. Donc ça, c'est une méthode que nous avons posée, une méthode qui s'expérimente, hein, elle n'est pas figée dans le marbre, mais misée sur les diasporas. Ensuite, on a créé un temps fort, un temps de visibilité. Temps de visibilité, c'est une biennale qu'on a appelée Euro-Africa, très prétentieux d'ailleurs, Euro-Africa, qui fait de Montpellier un point de jonction et de dialogue entre l'Afrique et les diasporas présentes sur le continent européen. Parce que ce que nous vivons, nous, en France, question des diasporas, se pose en Allemagne, se pose en Afrique et renvoie à la réalité des migrations, mais pas des migrations, des histoires humaines, des mariages, des liens, des projets d'entreprise qui ont été fondés ensemble, des projets académiques qui sont portés. Et donc cette biennale est un moment de mise en visibilité de l'ensemble des coopérations portées par les diasporas et qu'on trouve dans d'innombrables domaines. Le sport, jeunesse du continent africain, c'est la Coupe du Monde, il y avait la CAN. Là aussi le Maroc et le Sénégal, voilà, bon. Mais il y a... Et donc, voilà, et donc créer ensuite des projets de coopération sur les infrastructures sportives, par exemple. Vous voyez, les questions du breaking, des sports dits extrêmes, et comment ensuite on peut accompagner des projets portés par la jeunesse pour faire cohésion. Et là, ça permet une phase aussi de repérage et d'accompagnement dans le cadre de projets de coopération décentralisés. Et c'est là où nous disons à l'AFD, c'est là où nous disons à notre réseau diplomatique, voilà, c'est là qu'il faut accompagner. Lui-même étant d'ailleurs le réseau diplomatique très proactif, parce qu'il a identifié la démarche. La démarche. Et donc, sport, culture, je vais le dire, là, l'expression artistique, et ça, c'est très important, parce que c'est aussi comme ça qu'on casse les représentations, c'est comme ça qu'on casse... Lors de l'ouverture de la Biennale, je ne sais pas si M. Chollet est là, mais on a vécu... on avait le cirque de Guinée qui a ouvert, mais une espèce d'énergie incroyable, de représentation du monde et d'imaginaire extrêmement puissant. Et il était très important que le public montpelliérain, un public averti sur le plan culturel, il y a un festival de danse contemporaine, etc., a vécu ça comme un choc esthétique. Et donc,
ce dialogue-là par les diasporas, par les projets portés de la société civile est, à mon avis, un des moyens, un des chemins de réaffirmer ou de renouveler la coopération décentralisée. Alors, je ne voudrais pas parler que sport et culture, parce qu'évidemment, la question de l'entrepreneuriat, des business angels, et donc de la mobilisation des sociétés civiles, et comment eh bien, les diasporas peuvent jouer un rôle pour accompagner ou être accompagnés pour ensuite développer des projets. Et donc, à la fin, qu'est-ce que ça donne ? Ça ne donne pas la relation de Montpellier exclusivement avec une ville, avec la tradition du jumelage. Je ne veux pas du tout être péjoratif avec les collègues qui portent des jumelages. Et ce que tu as dit est ici très important, parce que parfois les jumelages, ils s'accompagnent sur des sujets essentiels. Ici l'école, ici le centre de santé, etc. Mais ça permet d'intensifier des liens, de renouveler un chemin. Donc nous, on croit beaucoup dans cette relation-là à travers les diasporas, et je vais le dire un peu de manière franche et directe, c'est essayer de construire cette relation d'égal à égal entre l'Afrique et la France, mais c'est nos amis et nos compatriotes qui nous aident à traiter les propres problèmes français, du racisme, de la culture du préjugé, et donc d'essayer de transformer ça. Je voudrais prendre une illustration, terminer mon propos par une illustration extrêmement concrète de ce que je viens de dire. À Montpellier, si vous êtes tous les bienvenus, évidemment, c'est une ville qui a une spécificité mondiale. Elle design ses tramways. Les tramways sont tous emparés par des artistes. Et le premier, c'est la ligne 1 et 2, Garousté-Bonetti. Alors eux, ils ont fait le bureau de l'Élysée. Le 3 et le 4, c'est le grand couturier qui a été étudiant à Montpellier, Christian Lacroix, et donc la mode, l'esthétique. Et on a choisi notre 5e ligne de tramway avec, à l'occasion de ce dialogue des diasporas et de cette biennale euro-africain, on a choisi un artiste camerounais, Barthélemy Togo, qui a fait le design. Et de cette relation-là, ça a mobilisé des gens de la diaspora camerounaise, et on a pu nouer un partenariat avec notre école des beaux-arts, où on accueille, et là on se bat aussi pour les visas, à Banjul Station, voilà, et on a travaillé là-dessus. Et ça, vous voyez, sont des éléments qui permettent de renouveler, de repenser nos coopérations, notre regard, nos approches. Et moi, je nous enjoins tous à considérer et vraiment à affirmer que les diasporas, elles sont une chance. Elles sont de passage, elles sont temporaires. Le rôle que j'ai trouvé... je crois qu'on a tous été très sensibles au plaidoyer de Bertrand Badi hier sur l'accueil des étudiants étrangers qui jouent un rôle très important. Et donc, capitaliser sur ce passage pour contribuer à la refondation ou à un nouveau chapitre des relations. Donc voilà l'approche que nous cherchons à mettre en œuvre et que je m'efforce humblement de défendre ici. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense que ça illustre assez bien comment on peut impliquer concrètement ces diasporas et que ça peut inspirer plus d'une collectivité française ou étrangère. Monsieur Sacco, je me tourne vers vous. Vous êtes donc conseiller gouvernance territoriale pour le ministère de l'Administration et de la décentralisation en Guinée. Ma question est donc la suivante. Quels sont les principaux obstacles que vous identifiez dans vos coopérations avec les collectivités françaises ? Quels leviers ou instruments pourraient être mobilisés pour faire évoluer ces partenariats de manière plus équilibrée ? Merci, je vous laisse 10 minutes. Merci, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de participer à ce panel et pour échanger sur ces questions. Ce que M. le maire vient de dire, ça fait partir aussi, en tout cas ce que nous pensons comme une des solutions pour le développement de la coopération décentralisée, mais au-delà de ça, l'implication de la diaspora, nous croyons. Et dans ce cadre, d'ailleurs, nous organisons chaque année maintenant depuis 5 ans
chaque année un forum sur la coopération décentralisée franco-guinéenne avec une forte implication de la diaspora. Pour revenir à mon sujet, j'ai essayé de contextualiser la question qui est posée, quels sont les obstacles aujourd'hui au développement de la coopération décentralisée et quels sont les leviers pour renforcer cette coopération. Bon, pour le cas guinéen, qui est la République de Guinée, une ancienne colonie française, qui a été le premier pays francophone à obtenir son indépendance en 1958, dans un contexte particulier, puisque c'est le seul territoire qui avait voté à l'époque non au référendum qui avait été proposé par le général de Gaulle dans le cadre de la Ve République, et un pays qui tient beaucoup à sa souveraineté, qui a ses particularités. Et dans le cadre de la coopération décentralisée, c'est une coopération aujourd'hui qui est limitée, contrairement à beaucoup de pays francophones. Nous avons actuellement 3 coopérations actives avec Nantes Métropole et la région de Kindia, Charente-Maritime qui travaille avec BOFA, et Sicoval près de Toulouse qui travaille avec la région de l'Abbé, mais aussi une coopération en développement parce que nous avons de nouvelles collectivités territoriales qui souhaitent s'engager en Guinée, mais toujours dans l'Occitanie. Et il y a aussi des perspectives puisque nous renforçons aussi notre implication dans des réseaux comme l'Association internationale des maires francophones. Pour moi, c'est important. On a besoin de renforcer ces partenariats avec la France et aussi, surtout, avoir un modèle beaucoup plus équilibré dans cette coopération. La problématique, comme je l'ai dit, c'est d'améliorer et de structurer davantage cette coopération, réduire les déséquilibres, cela ça a été dit, et aussi surtout renforcer l'efficacité de cette coopération. Les principaux obstacles, il y en a, comme cela a été dit, c'est faible expertise de nos collectivités locales en matière d'ingénierie de projets, formaliser des projets structurants et qui peuvent aussi être discutés de manière aussi pragmatique, réalisable. Nos collectivités locales ont encore un niveau de maîtrise d'ouvrage encore amélioré, planifier, élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques, ça aussi c'est un défi. La question de coordination, bien qu'au niveau de notre ministère, au niveau de la Direction nationale des collectivités, on a une division qui s'occupe de la coopération décentralisée, ce n'est pas encore une direction comme au Sénégal, mais c'est l'équivalent d'une division. Et on a aussi une association nationale des communes de Guinée, c'est l'équivalent de l'association nationale des maires, qu'il faut encore renforcer pour qu'ils puissent être dans le réseau des associations des collectivités locales. Et deuxième obstacle, c'est aussi le financement, faible autonomie financière. La mobilisation des ressources propres sont limitées, les dotations que l'État octroie aussi sont limitées. Il y a le problème de cofinancement qui existe aussi et l'accès limité à des fonds spécifiques parce que effectivement, il y a des projets, l'AMF qui finance, l'AFD avec certains dispositifs qui financent. On a aussi un certain nombre de dispositifs qui existent ici au niveau du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui financent certaines coopérations décentralisées impliquées ici. Et là, on en a, mais c'est encore limité. Il y a des fonds européens, etc. Maintenant, le troisième obstacle, c'est une question de visibilité. La Guinée, nous avons fait plusieurs forums et souvent, les collectivités, la Guinée, beaucoup ne connaissent pas. C'est vrai que ça a été dit plusieurs fois. On vous dit, vous êtes Guinéen de Guinée-Bissau, de Guinée équatoriale. Et pourtant, on est en France, c'est la seule Guinée qui a été quand même colonisée par la France. Il y a souvent cette question quand même qui est posée aux Guinéens. Pourtant, on a des liens historiques très forts avec la France. J'ai dit, il y a peu de partenariats aujourd'hui entre la Guinée
en France en termes de coopération décentralisée, comparé à des pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina et autres là. Bon, c'est une relation asymétrique, hein, puisque bon, ces projets qui sont engagés, c'est souvent, ils sont formalisés ici, ils sont aussi mis en œuvre par des acteurs français à travers certaines associations qui se jouent d'intermédiaires entre les collectivités locales. Et bon, en termes de levier, c'est de renforcer davantage la gouvernance en structurant nos services, les services de nos collectivités qui prennent en charge les compétences transférées aux communes, parce que j'imagine que pour que ces collectivités puissent jouer leur rôle, il faut de véritables services dans le domaine de gestion des écoles, de gestion des centres de santé, des services financiers capables de répertorier les sources de financement, les contribuables et de les mobiliser. C'est aussi les questions de ressources humaines qu'il faut. C'est tout un métier aujourd'hui, gérer une collectivité locale. Il faut des filières, il faut des métiers, de gérer des écoles, la petite enfance, aussi la question de créer des liens, etc. Il faut aussi des compétences pour élaborer et mettre en place des politiques, des plans de mobilisation, de sécurisation, de digitalisation des ressources, parce que c'est fondamental. Nous savons qu'aujourd'hui, bon, avec la croissance de nos villes, il y a des potentialités fiscales qui existent, il y a des ressources propres qui existent, mais pourvu que les collectivités soient capables de les mobiliser, nous pensons que la digitalisation, mais surtout la sécurisation de ces ressources et leur déploiement, affectation au financement réel, ça, c'est des choses qui peuvent être améliorées à cela. Maintenant, l'autre levier, c'est de structurer les projets autour d'enjeux de fourniture de services publics de base et de développement économique. Pour nous, la coopération décentralisée peut aussi servir à cela. En fait, je ne dirais pas que tout est parfait ici à Montpellier, mais je pense que des modèles de gestion, de l'ingénierie, de la manière dont vos services prennent en charge les compétences, puisque les élus sont là pour donner la vision des projets, et cela est mis en œuvre par des agents qui se sont spécialisés sur ces questions. Et nous pensons que cela est fondamental chez nous aussi, et aussi favoriser l'accès au financement qui existe à travers, je crois que l'AFD a mis en place un dispositif qui s'appelle FICOL, qui implique les collectivités territoriales françaises engagées dans les pays étrangers, en Afrique, je parle de l'AMF, il existe des fonds européens aussi qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là. Maintenant, mon cher collègue sénégalais a parlé de fonds spécifiques au développement de la coopération. Je sais que le Sénégal en a bénéficié et qui sont des fonds de contrepartie financés en partie par le pays bénéficiaire et la coopération française. Bon, nous pensons que ça peut être aussi un levier pour impulser la coopération décentralisée avec un pays comme la Guinée. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui des fonds très importants destinés aux collectivités locales qui sont financés par des ressources minières. La Guinée, c'est l'un des pays les plus dotés en ressources minières. On est aujourd'hui l'un des pays premiers producteurs de bauxite, qui est à l'origine de l'anémine, de l'aluminium. Aussi, il y a un grand projet qui a été lancé, le projet Simandou, projet de fer, et qui est aujourd'hui l'un des plus grands projets en activité en Afrique sur ces questions. C'est plus de 20 milliards de mobilisation. Et il y a une bonne partie, 15% des recettes minières sont affectées aux collectivités locales. Il y a des ressources qui seront mises à leur disposition, mais il faut bien qu'ils aient les capacités de gérer et d'affecter ces projets au développement local. C'est pourquoi pour nous, il est important de travailler sur des thématiques d'échange. On a été voir l'année dernière les communes minières en France, puisque ces communes ont été aussi à un moment gérer des ressources dans ce domaine. Mais il y a l'après-mine aussi, comment diversifier l'économie locale, etc. Pour nous, ce sont des exemples. On a aussi
commencé un partenariat avec les communes forestières françaises qui se sont déplacées en Guinée, qui sont allées voir nos forêts pour voir comment aider nos communes forestières, qui, en tout cas qui ont des forêts, à gérer de manière équitable ces ressources aussi, sans remettre en cause sans remettre en cause l'écosystème. Pour nous, ce sont des exemples pratiques de bonnes expériences qu'il faut échanger. Nous aussi, on a certainement aussi des pratiques que nous pourrons partager avec nos partenaires. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut des co-constructions avec des conventions claires, parce que souvent, ce qui se passe, il y a des coopérations entre les collectivités territoriales, mais on a beaucoup d'intermédiaires, surtout je n'ai rien contre des associations, qui jouent plutôt le rôle de gestion de ces projets auprès des collectivités locales africaines. Ce que nous voudrons, qu'il y ait des conventions, que les maires des maires qui sont impliqués, français, africains, travaillent sur des projets, que les services des collectivités travaillent pour qu'il y ait un partage d'expérience. Pour nous, cela est extrêmement important pour la montée en puissance de nos collectivités locales, que ce soit sur des projets de relations gagnant-gagnant. Il y a beaucoup de projets économiques qui peuvent aussi... je sais qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales en France ont des directions économiques et travaillent aussi à l'appui au développement économique. Et nous avons besoin de cela parce que, je parlais de cas guinéen, que ces fonds qui sont issus des ressources minières sont mis à la disposition des collectivités locales et pour les aider à diversifier leur économie. Et c'est dans ce sens que, on pouvait aussi avoir l'espérance des collectivités locales ici qui font énormément d'appui sur la reconversion économique. Monsieur le maire a parlé de l'entrepreneuriat, comment il faut aider les jeunes à monter leur entreprise, la question foncière, aide directe, indirecte, etc. Pour nous, ça, c'est des zones économiques, etc. Ce sont des questions importantes que nous pensons qu'il faut privilégier à travers, voilà, je dis, il faut développer les réseaux à travers ce type de forums. C'est pourquoi nous sommes très souvent présentes et c'est rencontrer des collectivités françaises, mais africaines et autres, échanger des expériences, des forums, des rencontres, faire la promotion de la Guinée, implication de la diaspora. Ce que je dis, nous organisons demain à la mairie du 5e arrondissement. Nous profitons pour remercier cette mairie qui a mis à notre disposition des locaux pour réunir la diaspora guinéenne, pour échanger sur leur implication dans le développement de la coopération décentralisée, mettre en relation les communes d'accueil et les communes d'origine. Et pour nous, c'est important. On essaie aussi d'impliquer des élus locaux guinéens, d'origine guinéenne, qui sont aujourd'hui dans différents conseils délibérants, que ce soit à niveau communal, départemental, régional, pour qu'ils puissent aussi apporter leur expérience à nos élus. La Guinée vient de tenir les élections communales. Le 31 mai, on a installé les nouveaux maires la semaine dernière. Ils ne seront pas avec nous, c'était notre souhait, mais vu le délai de demande de visa, on n'a pas pu les faire venir. C'est quelques secrétaires généraux qui sont arrivés ce matin, qui vont continuer avec nous. Voilà. En conclusion, c'est de passer d'une logique d'aide vers un partenariat équilibré, privilégiant davantage des échanges de bonnes pratiques en matière de gouvernance et de gestion des services publics locaux, de projets de coopération durable avec des signatures formelles de conventions, etc. Merci pour... Merci beaucoup, Monsieur Sako. Je note surtout de votre intervention la question de dialogue, de mise en réseau, et j'imagine d'autant plus important dans un contexte de décentralisation et d'élections récentes. Monsieur Akereburu, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes donc maire de la commune des Lacs 1 au Togo, et également président de la commission coopération décentralisée de la fêtière des communes du Togo. Le Togo est par ailleurs pays à l'honneur de cette 17e rencontre des RAICT. Et on observe une dynamique assez importante de coopération décentralisée entre collectivités françaises et togolaises actuellement.
très vivante. Et je vais vous poser une question plus sous votre casquette de président de la commission coopération décentralisée de la fêtière des communes du Togo. Quel rôle joue cette fêtière dans le renforcement de la coopération décentralisée franco-togolaise et quels sont selon vous les axes prioritaires à développer pour favoriser des partenariats co-construits? Je vous laisse pareil 10 minutes. Merci. Merci, madame. D'abord, je voudrais remercier pour l'initiative de ce forum qui est un rendez-vous de co-construction et où on va essayer d'échanger sur l'avenir des relations. Il faut le dire, hein, en fait, la coopération territoriale ou la diplomatie des territoires est l'avenir des relations franco-togolaises. Parce qu'elle crée aujourd'hui des relations complètement apaisées, des relations décomplexées, des relations humaines, mais des relations fondées sur la construction de la paix. Et donc, quel est le contexte et les enjeux de la coopération décentralisée? Mais avant d'aller plus loin, je voulais saluer la présence dans la salle de M. Jordan Maurice, mon compagnon, notamment du département des Yvelines, avec qui m'a vidé en coopération depuis 2007 et avec qui nous écrivons tous les jours de belles histoires de la coopération, dont le point d'orgue a été la visite de M. Barrault, un Yvelinois, qui est venu célébrer la coopération décentralisée dans ma petite ville d'Aného il y a quelques jours. Il était notre hôte et il a essayé, lors de ses interventions, de magnifier ce que la coopération décentralisée peut aujourd'hui apporter à la France et à l'Afrique dans ce monde de déconstruction, dans ce monde où les réseaux sociaux présentent des images complètement différentes des deux peuples, alors que les deux populations, les deux jeunesses, les deux groupes d'hommes et de femmes ne souhaitent que vivre ou construire un monde arc-en-ciel. Et donc, le fondement de ces relations, c'est d'abord les liens culturels. Parce que pour pouvoir coopérer, il faut pouvoir se parler, il faut pouvoir parler la même langue. Il faut avoir quelques repères culturels. Et donc, la plupart de ceux qui aujourd'hui sont aux affaires dans leur pays, notamment les acteurs de la coopération, ont été élevés ou ont été nourris de la culture de Voltaire. Et donc, ce qui, heureusement ou malheureusement, crée des conditions d'une approche dans la réflexion ou dans la structuration commune. Parce que nous avons un certain nombre de repères culturels, des repères historiques, qui sont, c'est vrai que la colonisation n'a pas été que des moments de gloire, mais il a quand même permis de construire quelque chose dont on ne peut pas nier l'existence et à partir de laquelle on peut partir pour regarder l'avenir différemment. Et donc, il y a ces liens culturels forts qui créent les conditions d'une coopération apaisée. Mais évidemment, ces liens culturels doivent évoluer dans un cadre. Et ce cadre-là, c'est la fêtière des communes du Togo, qui est l'organisme qui regroupe l'ensemble des maires du Togo, les 117 maires du Togo, et donc qui assure le lien entre les communes togolaises et les communes françaises et qui facilite la recherche de partenariats parce qu'il y a un certain nombre de communes qui sont... Parce que nous, on a ce qu'on appelle la communalisation intégrale. Et donc, il y a des communes qui sont toutes jeunes, qui n'ont pas une expérience de la coopération. Et donc, la fêtière des communes du Togo est là pour servir un peu de guide et prendre son bâton de pèlerin pour organiser des fiançailles. Et pourquoi pas, si ces fiançailles sont heureuses, elles aboutissent à des mariages. Et donc, l'un des rôles, donc, justement, de cette fêtière-là, et je salue aussi la présence de mon ambassadeur qui est venu
aujourd'hui en renfort. Et donc, c'est également la preuve de la diplomatie des territoires, de l'importance que les plus hautes autorités de mon pays accordent à cette diplomatie des territoires. Et donc, la commune de Togo prend des initiatives, notamment, par exemple, c'est elle qui a assuré l'organisation de la présence des maires à cette réunion-là, et se charge d'organiser un certain nombre de rencontres internationales et de rapports également avec les organismes de décentralisation et des organismes de financement, les partenaires techniques et financiers, notamment la GIZ, l'Union européenne, la coopération allemande, la coopération française, qui, à travers la frontière des communes du Togo, créent les conditions de la coopération et mettent en relation les collectivités togolaises et françaises. Et donc, il y a une direction au ministère de l'administration territoriale qui regarde les conventions de jumelage et qui accompagne à la négociation d'accords de coopération. Et dans ces accords de coopération, il faut bien mettre quelque chose. Qu'est-ce que nous mettons dans ces accords de coopération? C'est souvent, essentiellement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les moyens financiers sont rares, mais en matière de coopération décentralisée, ce n'est pas forcément l'argent qui naît de la guerre, c'est le transfert de compétences pour apprendre aux communes à être des communes autonomes, à créer de la richesse par elles-mêmes. Et c'est ce que nous encourageons, et cela passe par exemple la formation des élus communaux, la formation du personnel communal, l'assistance de ces communes-là à maîtriser leur assiette financière compte tenu de l'expérience des autres pays. L'échange, par exemple, à travers des volontés du service international du personnel communal qui peut venir en France apprendre et qui va revenir devenir un vrai formateur dans son pays. Parce qu'aujourd'hui, avec la raréfaction des ressources financières, il faut réfléchir à l'ingénierie humaine. Comment est-ce que, localement, nous-mêmes, à partir de cette conspiration-là, on peut créer les conditions de créer nous-mêmes la richesse localement. Et comme on dit, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Parce que lorsque vous n'aurez plus de poisson à donner, la situation peut éventuellement se compliquer. Et donc, pour nous, il est extrêmement important, et nous insistons beaucoup là-dessus, c'est la formation. Et lorsqu'on parle de formation, il n'y a pas de limite à la coopération. La coopération couvre pratiquement tous les domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens pensent que la coopération couvre que la santé, couvre que l'éducation. Mais aujourd'hui, la coopération, comme c'est une co-construction, elle doit répondre à des besoins de chaque territoire. Et lorsque je prends celui de mon territoire, j'ai commencé cette coopération en 2007 par l'assainissement, mais aujourd'hui, j'en suis aux questions de tourisme. Mais entre-temps, j'ai fait plusieurs choses de coopération, notamment l'éducation avec la construction d'un lycée technique, qui est un des fleurons de mon pays, mais également des coopérations plus joyeuses, notamment en faisant venir, par exemple, des chefs de bar qui apprennent, comme je suis dans une région touristique, qui apprennent à mes barman à faire des très bons cocktails. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose qui a très bien marché. Parce que, en fait, il s'agit pour moi de démocratiser la coopération afin qu'elle ne reste pas dans un cercle purement intellectuel ou dans un salon de réflexion. Il faudrait que lorsque vous rencontrez dans la rue, quelqu'un dise, mais attention, quand vous parlez de Montpellier, la personne qui est dans la rue dise, mais Montpellier, c'est cette école. Montpellier, c'est cette rue. Montpellier, c'était hier soir, on était sur la plage, on a bu des cocktails qui sont faits par des gens qui sont venus de Montpellier, et ça s'est terminé par des concours qui ont été présidés par l'ambassadeur de France. Et donc, c'est quelque chose d'assez sérieux, parce qu'il s'agissait de renforcer les capacités du personnel hôtelier de la commune sur les arts de la table, de former les barman à l'accueil et à la réception. Donc, il n'y a pas de limite à la coopération. Chacun définit selon son territoire, parce qu'il faut tenir compte de la spécificité du territoire, et selon l'interlocuteur ou le compagnon que vous avez en face,
et vous définissez ensemble le chemin que vous allez prendre. Et également, c'est là où la taille des villes intervient. Parce que lorsque vous êtes une petite ville, vous ne cherchez pas une coopération avec une ville qui 10 fois fait votre habitant. Parce que le dialogue sera difficile et les réalités ne seront pas forcément les mêmes. Et donc, il faut tenir compte de la spécificité de chaque commune et co-construire ensemble cette coopération pour créer ce que j'appelle la paix, mais qui doit tenir compte d'un certain nombre d'éléments, notamment les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de la désinformation, il faut pouvoir arrimer les jeunes à la coopération. Et cette coopération-là, elle est importante parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir du monde et c'est elle qui est le relais de demain de cette coopération et c'est elle qui est la plus sensible aux discours haineux qui circulent sur la toile. Et lorsque vous ne travaillez pas suffisamment avec les jeunes, lorsque vous ne leur expliquez pas que nous sommes dans un monde solidaire, parce que les questions climatiques ne sont pas des questions lointaines, ne sont pas des questions réservées à des intellectuels, mais les questions climatiques aujourd'hui vous touchent au quotidien. C'est ce qui nous tutoie. Et ça, c'est des choses qu'on peut régler à travers la coopération, notamment dans le cadre de partage d'expériences, dans le cadre de la co-construction. Et pour moi, le mot co-construction est un mot extrêmement important parce que c'est ensemble que vous définissez le chemin que vous allez prendre. C'est comme un couple, un mariage. C'est ensemble que vous arrêtez les grands actes de cette coopération-là et chacun tient compte de sa spécificité, de ses besoins et de ce qu'elle peut apporter. Et donc, dans ce beau panier, on ne peut pas le faire sans parler de la dimension humaine. Parce que dans chaque coopération, il y a des animateurs. Il y a des hommes qui sont des pionniers. Il y a des hommes qui ont le feeling de pouvoir s'entendre ensemble pour se dire « Ah, lorsque je le rencontre, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe entre nous. » Et c'est sur ces hommes-là de bonne volonté que s'appuie cette belle route de la coopération internationale. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Je pense que les applaudissements parlent d'eux-mêmes. Mais en tout cas, nous, à Citoyenneté France, on est très heureux et ravis de collaborer avec vous depuis plusieurs mois et pour la suite, j'espère. Madame Eladad, je me tourne maintenant vers vous. Alors, excusez-moi. Oui, alors vous êtes conseillère départementale déléguée à la coopération décentralisée et à l'action internationale au Conseil départemental de Mayotte. On le sait, les collectivités territoriales françaises d'outre-mer, elles occupent une place singulière dans la coopération avec l'Afrique, tout d'abord de par leur ancrage géographique qui ont fait des acteurs de premier plan qui sont confrontés parfois à des enjeux climatiques, sociaux, culturels, similaires à ceux de leurs partenaires africains. Le Conseil départemental de Mayotte que vous représentez, il mène une stratégie d'intégration régionale transversale qui allie diplomatie territoriale, partenariats socio-économiques et culturels et également renforcement des capacités du département. Ma question est donc la suivante. Quelles sont les spécificités de votre action internationale et quelles sont les plus-values de cet engagement sur votre territoire et sur les territoires de vos partenaires? Je vous laisse 10 minutes également. Merci beaucoup. Merci Nora. Mesdames et messieurs, tout protocole respecté. Je tiens à remercier sincèrement les organisateurs de ces rencontres de l'Action internationale des collectivités territoriales pour leur invitation. Elle offre aujourd'hui au département région de Mayotte l'opportunité de partager une expérience singulière, avant-gardiste et profondément ancrée dans les réalités de notre temps. Celle d'une collectivité française d'outre-mer qui réinvente sa relation avec son environnement africain. Mayotte occupe une place géopolitique unique. Nous sommes un département français, une région ultra-périphérique de l'Europe, mais nous sommes aussi et fondamentalement une terre africaine ancrée au cœur du canal de Mozambique. Cette triple identité fait de notre territoire un laboratoire à ciel ouvert. Les grands défis mondiaux dont nous débattons aujourd'hui, le stress hydrique, la montée des eaux, la sécurité alimentaire, la transition démographique, nous ne les lisons pas dans des rapports d'experts, nous les vivons
chaque jour dans notre chair insulaire. Et ce sont à l'exact pic les mêmes défis que ceux de nos voisins d'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. Pourtant, cette évidence géographique n'a pas toujours dicté nos politiques publiques. Dès les années 2000, Mayotte a cherché à nouer des relations de proximité, principalement avec Madagascar. Mais ces échanges sont longtemps restés limités, ponctuels, parfois asymétriques. Le potentiel immense de notre positionnement stratégique demeurait sous-exploité, prisonnier des schémas classiques de l'aide humanitaire ou du simple jumelage. Conscient de ce plafond de verre et face aux mutations profondes des attentes de nos partenaires africains, le Conseil départemental de Mayotte a opéré une vision stratégique majeure. En 2018, capitalisant sur les opportunités offertes par la loi Letchimy de 2016, notre collectivité a adopté un cadre stratégique de coopération décentralisée et d'action internationale. Validé par le Quai d'Orsay, cette stratégie, une première pour un outre-mer français, a fixé le cap d'une intégration régionale transversale déclinée en 3 piliers. L'économie, propulsée par nos chambres consulaires et l'Agence de développement économique et de l'innovation. La culture, pensée comme le ciment de rapprochement des peuples et des civilisations du canal du Mozambique, notre bassin de vie historique. Le sport, un levier d'émancipation indispensable pour notre territoire, où les moins de 25 ans représentent plus de 60% de notre population. Pour que cette stratégie ne reste pas une déclaration d'intention, nous l'avons dotée d'outils opérationnels inédits dès 2024, permettant d'incarner concrètement cette nouvelle forme de faire coopération que notre atelier appelle de ses voeux. La convention du 11 mars 2024, signée au Quai d'Orsay, formalisant un cadre général de partenariat et de dialogue avec l'État. Elle scelle notre travail conjoint pour l'insertion de Mayotte dans son environnement régional. La convention du 22 avril 2025, signée à Mayotte, franchissant un cap historique, l'accueil d'agents de département-région de Mayotte au sein même des missions diplomatiques et consulaires de l'État. Comme l'a rappelé récemment le ministre Jean-Noël Barrot devant la représentation nationale, nos agents sont désormais intégrés aux ambassades de France à Maurice, à Madagascar et au Mozambique. C'est cela la diplomatie territoriale en action. Le partenariat renforcé avec le GIP France Volontaire qui propulse la mobilité croisée de notre jeunesse. À travers le dispositif Territoire volontaire, la réciprocité n'est plus un concept, c'est une réalité. Le Togo en est le parfait exemple. Nous accueillons des ressortissants togolais à Mayotte, tandis que des jeunes Mahorais déploient leurs compétences au Togo. Ces outils nous permettent de bâtir une coopération débarrassée des anciens réflexes descendants. Notre méthode est celle de de la co-animation et du co-investissement. Le programme européen Interreg 6 du canal de Mozambique, porté par notre département-région, a ainsi été entièrement co-construit à la suite d'une vaste concertation préalable avec nos partenaires. Pour illustrer cette réciprocité économique et agricole, je citerai 2 exemples concrets développés avec Madagascar. Le projet Luzerne, une initiative de production d'aliments pour bétail, pensée pour sécuriser les filières d'élevage à Madagascar comme à Mayotte. Le projet Bovima, une filière de production de viande bovine haut de gamme, ciblant simultanément le marché malgache et le marché mahorais. Dans les 2 cas, la gouvernance est strictement paritaire,
articulée autour de comités de pilotage et de comités techniques conjoints. Nous ne le faisons pas pour nos partenaires, mais nous le faisons avec eux. Cette immersion dans la réalité régionale nous impose également de faire preuve de courage politique pour identifier et lever les obstacles structurels à l'intégration. Dans la dynamique du comité interministériel aux Outre-mer, le CIOM du 8 juillet 2023, un chantier législatif et réglementaire d'envergure a été ouvert. Il vise à identifier les mécanismes nationaux et européens qui freinent l'intégration des régions ultrapériphériques comme Mayotte, notamment en matière de circuits courts et d'échanges commerciaux. Œuvrer à une redéfinition des normes applicables dans notre environnement régional. Il s'agit d'adapter, sans jamais le dénaturer, les standards européens aux réalités de notre bassin géopolitique pour que la norme devienne un facilitateur d'échange et non une barrière douanière ou technique. Cette stratégie produit aujourd'hui des effets très concrets. Pour Mayotte, d'abord, elle permet de sortir de son isolement régional. Notre territoire gagne en visibilité, renforce son attractivité et affirme progressivement sa place comme acteur reconnu à la coopération dans le canal du Mozambique. Elle favorise également l'accès à des réseaux d'expertise, à des financements européens et internationaux, tout en renforçant les compétences de nos administrations grâce aux échanges de pratiques. Pour nos partenaires, cette coopération offre l'opportunité de construire ensemble des projets répondant à des besoins communs plutôt que de reproduire des schémas descendants. Notre proximité géographique, culturelle et historique facilite un dialogue d'égal à égal. Parce que nous partageons les mêmes défis, les solutions que nous construisons ensemble sont souvent plus adaptées, plus réalistes et plus durables. Enfin, pour la France et pour l'Union européenne, Mayotte construit un point d'ancrage stratégique dans l'océan Indien. À travers cette diplomatie territoriale, nous contribuons au rayonnement de la France dans une région en pleine recomposition géopolitique, tout en donnant une traduction concrète aux ambitions européennes en matière de coopération régionale et de développement durable. Enfin, pour conclure, mesdames et messieurs, alors que les reconfigurations géopolitiques globales bousculent les relations internationales traditionnelles entre la France, l'Europe et l'Afrique, les Outre-mer français et de l'océan Indien tracent une voie nouvelle. L'action internationale que nous menons à Mayotte n'est pas une projection théorique. C'est un investissement mutuel de l'intelligence collective. C'est la démonstration d'un partenariat horizontal, pragmatique et gagnant-gagnant, et possible lorsque l'on partage le même sol, la même culture et un destin climatique commun. En plaçant la mobilité, l'entrepreneuriat et l'enrichissement mutuel des jeunesses au cœur de notre matrice, nous faisons la preuve que l'action internationale des collectivités territoriales est plus que jamais le vecteur privilégié du renouveau des relations franco-africaines. Je vous remercie. Merci Madame El Haddad pour votre témoignage qui illustre, je pense, toute la stratégie que vous avez menée aussi pour construire des relations co-construites, gagnantes-gagnantes. Merci à vous six pour vos interventions. On va peut-être prendre quelques secondes. Je vois que le temps file rapidement, mais on peut prendre quelques minutes si quelqu'un veut prendre la parole, témoigner, poser une question. Je vois une main qui se lève là-bas. Si quelqu'un peut faire les passages de micro. Excusez-moi, je crois que monsieur... Merci beaucoup. En tout cas, j'ai dit félicitations et grand merci aux organisateurs de ce forum.
Moi, je suis Bamba Bouaké, je suis maire de la commune de Worofla, en Côte d'Ivoire. Quand j'ai écouté les intervenants, je crois qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Quand moi je venais ici, je crois bien que je n'ai pas fait mon arrivée dans le package des maires ivoiriens qui devaient venir. Je l'ai fait individuellement. C'est avec une idée dans la tête. Quand je venais, qu'est-ce que je voulais? Lorsque nous faisons la gestion des communes, c'est sur différentes thématiques. Je prends un exemple, l'éducation, et ensuite le transport, l'urbanisation, l'assainissement. Pour moi, je voulais avoir des partenaires qui pourront me dire que sur la question de l'assainissement, notre commune a pu appréhender ça comme ci, comme ça. Sur le plan de la santé, notre commune a pu, par exemple, l'appréhender comme ci, comme ça. Comme le disait chacun des intervenants, une coopération, je dirais, décomplexée. L'argent n'est pas le problème. On peut avoir de l'argent et puis ne pas savoir quoi en faire. On peut avoir de l'argent et puis gaspiller cet argent. Le plus important, je crois bien pour moi, c'est l'humain, la ressource humaine. Lorsque la ressource humaine est de qualité, je crois que tout est possible. Et pour que la ressource humaine soit de qualité, cela passe par la formation. Quand je parle de la formation, c'est sur différentes thématiques que rencontre chaque jour chaque maire. Et cela, j'ai légèrement été un peu fatigué, je ne dirais pas gêné, lorsque le président maire de Montpellier disait que pour faire la coopération, ils ont préféré privilégier la diaspora, je crois bien africaine, si j'ai bien compris. Ben, pour ma part, je crois bien que ça sera toujours dans le même domaine de la coopération complexée. Parce que lorsqu'on prend la diaspora africaine en France, c'est très différent de la diaspora française en Côte d'Ivoire. Je dirais plutôt que cette diaspora, elle-même se cherche un tout petit peu. Je veux dire que cette diaspora met d'abord en avant ses propres intérêts d'abord parce qu'elle est déjà en difficulté ici. Ben, il faut aller autrement. Comment est-ce qu'on peut aller vers des collègues maires qui s'inscrivent dans cette dynamique de coopération décomplexée, qui veut plutôt travailler sur les thématiques que de parler d'économie ou bien des finances, ou bien des financements. Moi, je pense que c'est dans ce cadre-là que nous devons encore renforcer tout ce que nous devons faire. En tout cas, moi, pour ma part, quand je venais, c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié l'intervention du Togolais, de mon collègue togolais, qui va vraiment dans ce sens. L'année passée, j'étais ici, j'avais demandé, est-ce qu'on ne peut pas créer une plateforme ou est-ce que sur la plateforme des cités unies, des maires peuvent identifier, comment dirais-je, des communes où est-ce qu'ils partagent les mêmes problématiques pour essayer de faire, comment on appelle, des coopérations sur ces problématiques. On m'avait répondu, je crois bien que ce n'était pas possible et que pour faire des coopérations entre des collectivités d'ici ou bien d'ailleurs, qu'il fallait plutôt emprunter la voie diplomatique. Je crois bien ce qu'on m'avait dit l'année passée. Je reviens cette année encore pour dire que non, tous les maires qui viennent ici ne sont pas forcément venus chercher un financement. Non, pas du tout. Les thèmes sont beaucoup, les thématiques sont nombreuses et je crois bien que nous assistons à un monde global et qu'il faut que nous travaillions et que pour que chaque commune voie comment est-ce que l'Amérique est en avance sur cette thématique, comment est-ce qu'elle y est arrivée. Bon, pour ne pas monopoliser la parole, c'était ma contribution pour dire encore merci et félicitations et j'espère qu'on pourra en arriver là. Merci. Merci à vous pour votre intervention. Alors, je crois que Madame voulait prendre la parole et je vous laisse ensuite. Et après, on devra clôturer cet atelier parce que je crois que c'est l'heure de la pause café. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Madame Ndjenje Jeannette. Je suis la conseillère chargée de mission auprès de la ministre de l'Environnement RDC. Je pose la question spécialement au maire de Montpellier.
nous avons vraiment préparé pour qu'il y ait la délégation RDC pour assister à cette activité, mais nous avons eu des problèmes de visa. On a eu des problèmes de visa. Personnellement, moi, comme bon, j'ai multiples cassettes, je suis chère UNESCO RDC, et puis aussi je suis aussi des Louvains, donc ça m'a permis d'être là présente. Et c'est un problème qui n'amène pas cette coopération apaisée. Parce qu'au même moment, j'ai diligenté, comme vous avez dit, ces volets scientifiques au niveau des CIRAD pour que l'Université de Bordeaux et de Lubumbashi aient ensemble un tour à flux pour le crédit carbone au Katanga. Nous, de notre côté, on fait les efforts pour avoir ces alliances-là. Mais quand ça devient du côté français, ça pose des problèmes. Or, comme disait hier la journaliste qui était là, la culture est en train de dégringoler parce que quand il n'y a pas ce mixage des cultures, on est en train de perdre. Merci beaucoup. Je vous laisse. Juste, Madame, merci de votre intervention. Comme notre collègue qui est à ma droite, bon, c'est consternant. Donc là, nous, on va prendre nos dispositions sur les invitations des délégations pour en amont saisir le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères pour que, voilà, quand on souhaite participer à ce type d'échange ou d'échange académique, mais en tout cas pour les rencontres qu'on organise, il n'y ait pas ces problématiques de visa ou de traitement très longs qui effectivement renvoient à une contradiction de discours. On salue la coopération décentralisée et on empêche les acteurs de venir. Voilà. Donc je prends moi là le point. Je ferai un courrier. On va avec les équipes. Voilà, on va essayer de prendre chacune des situations pour les signaler parce que c'est pas acceptable. Voilà. Je vous le dis tel quel. Voilà. Et je m'en excuse. Je m'en excuse au nom de mon pays parce que mon pays ne devrait pas faire ça. Voilà. On ne peut pas avoir un double discours. Merci. Merci beaucoup. Je suis Alphonse Gouette. Je suis adjoint au maire de la commune de Marlenheim. C'est dans le Grand Est. Je suis un fils adoptif d'Alsace, d'origine africaine, de la diaspora africaine. Je prends la parole parce que tout ce qui a été dit m'a beaucoup interpellé. Interpellé parce que ça fait une trentaine d'années que je suis en France, dans l'Est de la France. Je vois beaucoup de nos cadres africains qui viennent, qui sont formés à l'ENA, qui est aujourd'hui l'INSP. Je rencontre beaucoup de collègues, d'autres collègues qui étaient venus faire des études comme moi, qui ont décidé de rentrer. D'autres sont ministres, d'autres sont des grands commis de l'État. J'essaie de faire ce que je peux faire dans le cadre de la coopération décentralisée. Ça reviendra plus tard dans nos discussions dans le cadre de cette formation. Je partage tout ce que vous avez dit, Monsieur le maire, sur la honte que nous vivons aujourd'hui par rapport au visa des élus et aussi par rapport aux étudiants étrangers. Si c'était la France d'aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler. Donc, dans le cadre de ce que vous avez dit, quelque chose m'interpelle parce que moi, je viens d'une petite commune et je partage tout ce que vous avez dit. Et sachez que quand je porte ce problème de la coopération, en fin de compte, le maire me demande ça va coûter combien. Par contre, nos pays africains que je connais sont des pays très, très riches. Quand je vais aujourd'hui en Afrique, j'ai des collègues, avant de venir en France, mes aînés, lorsqu'ils appelaient leurs collègues ici en France, ils parlaient français. Aujourd'hui, quand je pars en Afrique, il y a des gens qui appellent à côté de moi et parlent le chinois. C'est qu'on est en train de former des diasporas. Lorsqu'on va en Afrique,
on discute de la gouvernance locale, de partage de compétences, de partage de savoir-faire. Par contre, à un moment donné, lorsqu'il faudra donner des marchés publics, on donne aux Chinois. Dans ma commune, j'ai des entreprises qui sont à l'international en Afrique. Quand moi je vais avec mes communes. Je vais avec ces entreprises. Je prends le cas des déchets. Quand on va, nous avons l'expérience en France. Ça ne se discute pas. Je fais venir des élus qui visitent nos entreprises, qui visitent nos syndicats, qui voient, tout le monde apprécie. Je vous pose la question, messieurs les maires, et vous qui êtes dans l'administration en Afrique, pourquoi le moment venu? Parce que si l'entreprise vient, ça crée de l'emploi sur place pour ces jeunes-là. On intervient aussi sur le plan social, oui. On intervient sur les échanges. Mais lorsqu'il faudra maintenant créer de la valeur ajoutée, on nous ignore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que à ce niveau-là, il y a un hic que nous devons ensemble, dans la diplomatie des villes, mettre en évidence de telle sorte que le plan social soit accompagné aussi de l'économie. Ça, nous qui sommes des petites villes, il faut qu'on tienne ce discours avec ceux qui nous interpellent directement dans nos cités. Ce n'est pas la même chose des grandes villes. Nous voulons aussi entraîner nos villes, nos communes dans la coopération décentralisée. Aidez-nous dans ce domaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans ce sens-là? Merci. Je suis désolée, je me permets d'intervenir. C'est juste pour des soucis de programme, d'agenda de la journée, il faut vraiment qu'on conclue. Donc si vous voulez réagir, vraiment 20-30 secondes. Après, vous pouvez continuer vos échanges de manière informelle. Je suis vraiment désolée de stopper comme ça les échanges, mais voilà. Merci. Je pense que hier, j'ai pu prendre la parole pour relever justement que la coopération décentralisée entre la France et les pays africains devrait tenir compte justement des évolutions, des dynamiques qui se mettent en place aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi, ça me permet d'aborder la question des risques aussi qu'il y a du côté de la partie française. C'est-à-dire qu'il faut que les élus locaux, que la France en général, les élus locaux se rendent compte qu'il y a, comme l'a souligné d'ailleurs mon voisin, il y a d'autres partenariats qui concurrencent aujourd'hui le partenariat franco-africain, notamment les BRICS qui s'organisent, la Chine, la Turquie, et même au niveau africain, il y a le Maroc qui est très actif avec, vous avez le FACDI, qui est en quelque sorte le concurrent de la FICOL en France. Voilà, et donc ce sont des réalités dont il faut tenir compte pour dire que, heureusement ou malheureusement, ça dépendra de là où on se place, ben, il faut reconnaître qu'il y a une dynamique qui se met en place de partenariats ouverts et diversifiés. Voilà, merci. Merci. On peut conclure, je pense. À part si Monsieur Delafosse, je vous laisse. C'est bon? Très bien. Merci à vous six, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette conférence.